Il est pour l'instant 16h36 minutes, 16h36. Nous avons avec nous en ligne le chef de la division au service sécurité incendie de la ville de Montréal. Nous parlons de Martin Guilbeault. Martin Guilbeault, comment ça va? Ça va très bien vous-même. Ça va toujours bien, Monsieur Guilbeault. Alors, dites-moi, que fait un chef de division au service de sécurité incendie à la ville de Montréal? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, écoutez, mon rôle a deux volets. Le premier, je suis responsable du centre de formation des pompiers de Montréal. Puis, quand c'est nécessaire, ben, je fais des relations médias avec les gens de la communauté. Oui, et puis là, c'est le temps d'en parler parce que, à ce que je vois, il faut commencer par regarder le niveau de sa piscine pour savoir parce que de l'eau dans ma piscine monte beaucoup et ça pleut pendant toute la journée, toute la fin de semaine, on annonce de la pluie. Et Montréal craint effectivement qu'il y ait des débordements, qu'il y ait une crue printanière, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a passé en mode alerte hier au niveau de notre plan sécurité civile, avec notre plan particulier d'intervention pour les inondations. Vous savez, on a des seuils critiques en volume d'eau on appelle ça des mètres cubes par seconde, quantité d'eau qui passe dans les différents endroits des points de vérification. Et dimanche, on a atteint les seuils du déclenchement du niveau alerte. Donc, ce déclenchement-là a été fait. Puis là, on est en mode alerte présentement parce que oui, effectivement, on pense qu'il va y avoir une montée des eaux dans les prochaines heures. Mais ça, pour commencer, il y a des zones dans Montréal qui sont plus à risque que d'autres, pas vrai? Oui, on a 3 points qu'on vérifie de façon plus précise. Le lac des Deux-Montagnes, la rivière des Prairies et dans un deuxième temps, le lac Saint-Louis. C'est vraiment ces 3 endroits-là qui sont plus préoccupants pour nous. Et pendant ce temps, le citoyen devrait faire quoi? Pas commencer à s'acheter ces sacs de sable, là? Non, pas cet aspect-là, mais le citoyen, ce qu'on aimerait que le citoyen fasse, c'est d'accomplir les premiers gestes de protection autour de leur propriété. Donc, il faut vérifier, premièrement, malheureusement, on a une expérience d'inondation en 2017 et 2019. Donc, c'est de voir avec ces gens-là, ils doivent regarder, est-ce que j'ai déjà été inondé? Est-ce que j'avais fait une digue autour de ma maison? Est-ce que ça serait la bonne chose de peut-être commencer à déplacer des meubles qui étaient au sous-sol si je pense que je vais être inondé vers le premier étage? Surtout, prendre le temps de préparer une trousse 72 heures. La trousse 72 heures, ce qu'on veut avec ça, c'est que vous ayez des choses pour 72 heures. Un petit peu de nourriture sèche, un petit peu d'eau, une radio à pile si jamais il n'y a pas de courant, une lampe de poche avec des batteries, avec différents éléments comme ça que vous pourriez avoir besoin. Ça peut être des médicaments de réserve, ça peut être juste que vous soyez prêt si jamais la situation dégénère rapidement, qu'on n'ait pas à essayer de rattraper, mais d'être plutôt en prévention. Et à ce moment-là, si jamais on irait vers des évacuations, bien, vous auriez déjà un élément de prêt que vous pourriez compter pour aller chez les autres personnes. Fait que ce qu'on veut en mode alerte, c'est que les gens se préparent. C'est pour ça qu'on l'annonce de façon importante aujourd'hui. Et ce qu'on dit, c'est surtout davantage les gens qui habitent dans ce qu'on appelle des zones inondables, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et vous l'avez vécu une première expérience, il y a beaucoup plus de chances qu'il y en ait une deuxième, surtout que c'est prévisible là, qu'il va y avoir une inondation dans Montréal. Bien, c'est prévisible, oui et non. C'est prévisible dans le fait qu'on peut dire qu'avec les calculs et les prévisions du ministère de l'Environnement, on va aller vers des inondations. À cette heure, maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est à quelle hauteur ça va être, quel niveau. Ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Puis les prévisions sont toujours pour les 48 à 72 prochaines heures. C'est des modélisations qui sont faites par les gens du ministère de l'Environnement. Informations que nous, on utilise pour faire nos prévisions pour la Ville de Montréal. Est-ce que, à un moment donné, il n'était pas question de décourager, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de construction, qu'il n'y ait plus de maisons habitables dans des zones inondables, voilà.
Ben écoutez, moi aussi j'ai entendu ça, mais par contre, je me vois mal placé pour répondre à cette question-là, parce que ça, c'est un aspect plus politique d'arrondissement, puis j'ai pas la compétence pour répondre à cette question-là. Je peux pas répondre à ça. Donc, on prend tout le monde dans l'état où on est actuellement. On se dit qu'il faut faire de la prévention. Et tout à l'heure, vous êtes allé jusqu'à des sacs de sable. Et quand on est dans ce combat-là, là, c'est pas un petit combat que peut mener une famille monoparentale, n'est-ce pas, avec quelques enfants seuls, là. Ben oui, vous avez raison. Puis les sacs de sable, c'est les arrondissements ou les villes liées qui vont les fournir. C'est à ce moment-là, si on monte en niveau d'alerte, si vous voulez, si on monte en niveau d'alerte, les employés municipaux, les pompiers du service d'incendie vont être présents pourraient donner un coup de main à ces gens-là. On demande aux gens de faire leur premier geste de protection, mais naturellement, on ne laisse pas les gens seuls devant une situation comme ça. Les services d'incendie, le service d'incendie, les pompiers, les employés municipaux vont être présents sur les lieux pour aider à donner un coup de main. C'est un travail d'équipe, là. C'est un travail entre les employés municipaux, le service d'incendie, le service de police et les citoyens pour essayer de minimiser le plus possible l'impact des inondations sur les demeures des citoyens. Monsieur Guilbeault, il y a une mesure, et quand je vous dis ça, moi-même, j'ai pas entendu ce son-là chez moi depuis, je dirais, j'ai jamais entendu ça. Mais il me semble qu'on dit qu'on a chez nous, dans notre sous-sol, un petit moteur qui devrait être actif, qui devrait s'activer à l'arrivée d'un niveau d'eau, disons, inhabituel, qui s'appelle une pompe, n'est-ce pas, qui devrait être fonctionnelle en tout temps. Est-ce que ça existe? Ben, ça dépend du secteur où vous demeurez. Possible que chez certaines personnes, effectivement, il y ait une pompe submersible qui vient régulariser le niveau d'eau dans votre sous-sol. D'autres habitations n'ont pas besoin d'avoir ce système-là. Là, je ne veux pas m'embarquer dans une situation d'explication de plomberie, mais c'est vraiment juste au niveau de la manière comment sont conçus les systèmes de plomberie dans les maisons et d'évacuation d'eau. Mais oui, effectivement, ces pompes-là fonctionnent avec un dispositif que dès que l'eau monte à un certain niveau, ça déclenche la pompe et elle va vider l'espace qui est là avec de l'eau. Fait que oui, ça c'est vrai, c'est des choses qui existent, mais pas dans toutes les demeures. Alors, oui, je reconnais que vous respectez vos compétences, Monsieur Guilbeault, mais disons que pour des gens qui ont déjà entendu la pompe se mettre en branle, est-ce qu'on devrait s'inquiéter si ça fait au moins 2 ans qu'on n'a pas entendu la pompe et qu'il faudrait appeler un vérificateur pour s'assurer que cette pompe est encore fonctionnelle? Bien, vous amenez un très bon point. Quand je parlais de préparation, parce qu'on est en mode alerte présentement, ça fait partie de la préparation. Si vous avez ce type de pompe-là dans votre sous-sol et que vous ne l'avez pas vu fonctionner ou entendu fonctionner dans les 2 dernières années, mais effectivement, ce serait une bonne chose de la faire vérifier pour être sûr qu'elle est fonctionnelle, pour qu'elle soit capable de faire le travail qu'on lui demande de faire si jamais c'est nécessaire. Fait que oui, ça fait partie des préparations. Il faut éviter de réagir à la situation. Il faut vraiment y aller en mode prévention. Et je sais que c'est des situations qui sont très stressantes. Et je ne veux pas être alarmiste avec les gens aujourd'hui, avec vos auditeurs, vos auditrices. Je sais que c'est une période qui est stressante. On ne veut pas vivre d'inondation. Ça atteint notre maison, ça atteint nos effets personnels. Mais je pense que le meilleur moyen de se préparer, c'est vraiment de se protéger, c'est vraiment une bonne préparation. Alors, on dit que des fois, on ne peut pas faire le miracle. On est là-dedans. Puisque le vin est tiré, il faut le boire, n'est-ce pas? On est dans l'inondation et naturellement, on a été prévenant. On a monté tous les objets périssables, n'est-ce pas, à l'eau, à l'étage, et puis bon, le reste, on verra. Mais maintenant, qui nous viendra en aide? Comment appeler au secours? Est-ce qu'il y a des gestes à poser, un téléphone à faire pour dire que mon sous-sol est inondé? Bien, il y a plusieurs choses. La première, c'est pour la préparation, il y a toujours le site de la Ville de Montréal, à montréal.ca.
vous avez maintenant un onglet inondation qui vous donne un paquet d'informations sur qu'est-ce qui doit être fait en préparation, qu'est-ce que vous devez faire si jamais il y a de l'eau qui rentre dans votre sous-sol. Toutes ces informations-là sont présentes. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a une situation d'urgence et que vous avez besoin des pompiers, des policiers ou des paramédics de façon rapidement parce qu'il y a une urgence, c'est toujours le 911. Les autres types d'appels, de renseignements, tous ces autres types d'informations-là, vous composez le 311. Mais s'il y a une urgence, c'est le service d'incendie, les policiers et les paramédics qui vont répondre par le 911. Alors, je pense que ça c'est de votre compétence, M. Guilbeault, sûr. Moi, j'ai toujours une crainte de marcher dans l'eau dans une maison. Beaucoup plus de crainte dans une maison qu'ailleurs sur la rue. On dirait que sur la rue, on a l'impression quand le fil d'hydro est dans l'eau, ou bien il est déjà mort, on va dire le fil n'a plus de courant, ne transporte plus de courant, ou bien on va le voir et on va éviter d'avoir les deux pieds dans l'eau. Mais dans une construction, est-ce qu'on a la possibilité de savoir si l'eau peut être dangereuse au niveau électrique? Bien, le point est excellent. Le problème avec l'eau dans les sous-sols, c'est vraiment au niveau du panneau d'entrée électrique du bâtiment. Donc, il y a deux choses. Si l'eau touche au panneau électrique de votre bâtiment, à ce moment-là, il est trop tard, c'est dangereux, on ne doit pas intervenir. Si vous devez fermer le panneau électrique de votre bâtiment pour quelque raison que ce soit, s'il y a de l'eau où vous êtes, que vos pieds sont dans l'eau, vous ne devez pas fermer le panneau électrique. Vous devez communiquer avec Hydro-Québec. Fait que la nuance est très importante. Si vous avez les pieds dans l'eau, on ne ferme pas l'électricité, on ne touche pas au panneau, et si jamais le panneau est inondé ou il est submergé sous l'eau, à ce moment-là, c'est impossible d'intervenir. Là aussi, on n'intervient pas. Pour ce qui est d'être à l'extérieur, vous disiez tantôt, un fil est mort. C'est très difficile pour le citoyen, le commun des mortels, d'être en mesure de déterminer qu'est-ce qu'un fil électrique versus un fil de communication et est-ce que le fil électrique a de l'électricité ou pas. Fait que si un fil est au sol, on reste loin et naturellement, comme vous avez dit, on ne met pas les pieds dans l'eau avec un fil à proximité. Si le fil est tombé, on appelle les services d'urgence pour faire des périmètres de sécurité. Fait que je ne sais pas si ma nuance est claire, là, mais il faut faire attention. L'électricité puis l'eau, là, vous avez raison de rester prudent. Absolument. Et on a réussi avec tout ça à donner toute l'information, je crois, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à ajouter. Je pense qu'on a tout couvert, on a fait le point et on récapitule qu'il faut vraiment commencer par agir plutôt que d'avoir à réagir. Quand on réagit, c'est déjà trop tard, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Puis vous avez raison. Ça fait le tour des informations. Agir au lieu de réagir, ça nous permet d'éviter des oublis ou des choses comme ça. Fait que oui. Martin Guilbeault, chef de division au service sécurité incendie de la Ville de Montréal, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, M. Guilbeault. C'est important. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Au revoir.